Ah, le soleil, quel bonheur! Buenos dias, amigos! Me voilà arrivé à Valence, Valencia, comme on dit ici, et par cette magnifique gare du Nord. Cette semaine, moi, j'ai vraiment envie de vous faire découvrir la province de Valence. C'est la région de la Costa Blanca. C'est une région mal connue, a priori, pourtant qui ne manque pas d'atouts. Vous allez pouvoir profiter à la fois d'une histoire riche, de paysages spectaculaires, et également, on va pouvoir faire la fiesta. Je vous souhaite la bienvenue au pays de la paella. C'est ici qu'elle est née. Et bienvenidos dans mes échappées belles. Vous êtes prêts les gars? C'est l'heure de jeter les tomates. Pour son voyage, Jérôme sera accueilli par une Espagne survitaminée. Tu crois que je peux essayer? Une Espagne fière et positive qui revendique ses racines. Ici, il y a une tendance à redécouvrir la tradition et à la mettre en valeur. C'est une paella pour 3 personnes? Ça, c'est pour 400 personnes. Incroyable. Et qui a gardé un certain sens de l'humour. L'almuerzo, c'est que pour les hommes, parce que je vois aucune femme ici. Hein. Des femmes? Non, 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 non. C'est donc avec une vraie gourmandise que débute cette belle échappée. C'est excellent, j'adore. Qu'est-ce qu'on dit? Merci, tonton Pete. C'est bien ça. Youhou! Ah, coucou. Ça va, Margarita? Muy bien, Muy et bien. toi? Merci. T'embrasse. D'accord. Très content d'être 2, là. 3, 4, je sais Oh, plus. bah, autant que tu veux. Je Moi, sais j'ai du plus. temps. Hein. Entrez. Waouh, que d'œuvres. Tutti frutti, il y a de tout. Mais il y a de tout et de tous les pays. Hein. Chaque objet Plein a son d'influences, histoire. hein. Et c'est très varié. Hein. Très varié, ouais. C'est un peu à ton image, quelqu'un qui aime la culture, une artiste. Je suis actrice, je dirige, je donne des cours, Ouais. je fais du coaching. Je te montre la chambre. Ah oui, bien sûr, je vais Hein, m'installer. c'est là-haut. C'est par là. Voilà, ta mignon. chambre. Ah, c'est chouette. J'aime bien, c'est une autre ambiance. Un peu plus zen. Ouais. Et puis le petit balcon, là, c'est trop mignon. Ah, il y a les oiseaux et tout. C'est calme, c'est agréable. On dirait un village, mais on est en plein centre-ville. Oui. On est là au centre historique, c'est le quartier le plus ancien, c'est où Itxerea, fondé par les Romains. D'accord. Et donc on n'a que des palais, donc le palais de l'archevêque ici. Tous les bâtiments sont très très beaux. Particulièrement là, celui-ci là. Ah, c'est étonnant, regarde l'architecture. Ça n'a rien à voir, chaque coin de rue. Oui, c'est un mélange d'époques et un mélange de styles de monuments. Ouais. C'est pas quelle époque 1906. Ouais. Ouais, c'est modernisme. Moi, j'adore le modernisme. C'est tellement gai, tellement... Ouais, c'est chargé. Hein. Un petit peu, Ah, mais quand même. ça me déplaît pas. Mais t'aimes bien, en même temps, j'ai vu chez toi, c'est assez Voilà, chargé aussi. voilà. Ça me convient. Bon, on traverse là. On va rejoindre Ava, ma fille. Elle a besoin que je lui donne un conseil pour faire un achat. D'accord. Un peu Conseil de sa particulier. maman. Buenas. Hola. Hola. Muy buenas. Hola. Voilà. Hola. Bonjour. Coucou. Jérôme. Ava. Enchanté. Enchantée. Alors c'est ça l'achat dont tu parlais? Oui. Enfin, j'ai besoin d'un éventail pour faire Carmen, pour les répétitions, et il y a un peu de tout. Tu fais aussi du théâtre? J'en faisais, et là, je fais de la danse classique. Ah, de la danse classique, d'accord. Ah et oui, c'est moderne. en ballet alors. Oui. C'est vous qui fabriquez ici les éventails? Oui, nous faisons tout ici. Celui-là, la dentelière l'a terminé ce matin. Il est encore tout tiède. Il est encore chaud. Il faut savoir que tous les éventails fabriqués en Espagne sont fabriqués à Valence. Ils ne sont fabriqués nulle part ailleurs. Ici, il y a une trentaine d'ateliers d'éventail. Donc ça vient pas forcément d'Andalousie, parce qu'on aurait tendance à imaginer que c'est fait là-bas, dans le sud-sud de l'Espagne. Les éventails se vendent dans toute l'Andalousie, mais on ne les fabrique qu'à Valence, depuis toujours. Voilà. Ces objets sont magnifiques. Hein. C'est des œuvres. Hein. Ouais, c'est des Vous, les artistes, vous devez apprécier un travail comme ça fait. Hein.
Oui, il est très beau. Il me plaît. Vous faites faire un éventail pour une occasion particulière? Oui, un mariage. Cette jeune fille va se marier. Adios. Faire un petit tour dans le jardin Parque Turia, Antigua Cauce del Rio. C'est vrai? Oui. C'était Donc ici, oui. la rivière qui passait là. Oui, on a eu plusieurs inondations, D'accord. avec beaucoup de morts d'ailleurs. L'eau est arrivée très loin dans la ville. D'accord. Et donc ils ont décidé de détourner la rivière. Et en 86, ils ont inauguré ce magnifique parc. Aujourd'hui, sous ces ponts, coule un parc, aménagé dans l'ancien lit d'un fleuve. Le Turia, connu pour ses grandes crues, a été détourné dans les années 60 pour protéger la ville des inondations. Asséché, il a été transformé en parc, 8 km de verdure où les Valenciens viennent courir, lire, se reposer. Mais le Turia peut aussi se transformer en terrain de jeu surprenant. Ce lieu a toujours été un endroit idéal pour pratiquer plein d'activités. Petite, j'y ai joué au ballon, appris à faire du vélo. Maintenant, je joue avec les ponts. Le Turia, c'est le cœur de la ville. Et le cœur de Valence bat à un rythme tranquille. À poc, comme on dit dans la 3e ville d'Espagne, réputée pour sa douceur de vivre. Ici, la grande spécialité, c'est la pause, surtout quand il fait chaud. Je viens du Pérou, en Amérique du Sud, et j'adore cet esprit ici. Ça fait partie du style de vie. Tout est simple, ils prennent leur temps. Ce n'est pas des pauses sur le pouce. Ils s'arrêtent, ils mangent, ils discutent. C'est vraiment un état d'esprit à part. Et ces moments conviviaux se savourent souvent autour d'une horchata, une boisson sucrée issue d'une plante de la région, dégustée à l'heure du goûter avec des biscuits, les fartones. Deux spécialités locales que l'on sert depuis plus de 120 ans à la Horchateria Collado. Avant de servir la horchata, il faut bien remuer, sinon elle se dépose. Elle descend au fond et l'eau reste en surface. C'est donc très important de remuer avant de servir. Ce moment du goûter et de la horchata est un vrai rituel. Le goûter, sans se presser, boire la horchata en trempant ses fartones, c'est une tradition ancrée dans la vie locale. Si la vie est si douce à Valence, c'est peut-être parce que la ville a les pieds dans l'eau. Des kilomètres de sable fin à 2 pas du centre-ville. Kiko connaît ses plages sur le bout des doigts. Ses photos n'alimenteront pas son album de vacances, mais un guide de plage locale. À Valence, les plages sont très grandes, comme vous pouvez le voir. Il y a différents tronçons qui se succèdent. Et si on ne les connaît pas, on a du mal à les différencier. Mais les gens d'ici les distinguent. Il y a des zones séparées où pratiquer diverses activités. Je crois que c'est important d'en faire un guide. Pour répertorier toutes ces plages, Kiko est toujours en tête d'informations et de contacts. Elle est à vous, cette barque? Oui. Et vous l'utilisez pour ranger vos affaires? Oui, mais on ne peut plus pêcher avec. J'ai 83 ans. Depuis mes 20 ans, je viens ici. J'habitais juste à côté. Avant, il y avait même des arbres fruitiers, mais pas de front de mer, ni rien du tout. Il y avait que des vieilles baraques en bois. Ouais, tout en bois. À cette époque, on disait de Valence qu'elle tournait le dos à la mer. Aujourd'hui, elle assume pleinement son côté balnéaire. Les vacanciers savent en profiter, et là encore, sans se presser. Il y a beaucoup de gens qui travaillent près du port et qui viennent déjeuner ici. Ils profitent pleinement de leur temps libre. C'est quotidien pour les gens. Il y a plein de manières de profiter de la plage toute l'année. Regardez, il y a des gens qui marchent dans l'eau, d'autres qui se baignent. On aime beaucoup la plage ici.
La métropole comptera bientôt 2 millions d'habitants. Mais il restera toujours une place sur le sable pour prendre une petite pause. Hola! Salut Jérôme. Joaquim, comment est-ce? Ça va, bienvenue ici. Tu connais déjà la ville, je crois. Ah, je la connais bien. Je suis tellement heureux d'être à nouveau ici. Il y a toujours une grande activité de pêche ici. Oui, et ce matin, il y a du poisson bleu, du thon, des anchois et des sardines. Ouais. Bon, toi, tu aimes ça, hein, mettre en valeur, promouvoir toute la tradition. Ça fait combien de temps que tu as ton entreprise d'écotourisme, de tourisme responsable, toi? J'ai commencé ça il y a 3 ans. Surtout en faisant découvrir l'intérieur des terres avec ses paysans et ses artisans. Et maintenant, je commence à faire des excursions en mer. C'est un nouvel aspect très intéressant pour moi. Alors, on met le cap sur quoi? Là, on va vers les falaises, un site très spectaculaire. Ça me va parfaitement. Cap de la Nao, où je suis souvent allé, tu vois, mais par là-haut. Jamais j'ai eu l'occasion de le voir d'ici. Ah. On n'imagine pas que sous ce cap, il y ait une grande... Oh là là, c'est énorme, cavité qu'il y a là. C'est cathédrale, là, hein, regarde. Il y a quelque chose de très agréable à faire ici. C'est venir en kayak pour se baigner et profiter de cette eau super transparente. Regarde la pureté de l'eau, ouais, c'est ça. Magnifique. Ce que j'aime sur cette côte, c'est qu'il y a un côté vraiment brut, sauvage. Certes, il y a des constructions, des villas sublimes, et ça en fait aussi la réputation. Mais ce qui est agréable, c'est de voir qu'il n'y a pas une surconstruction, que les choses restent en l'état. C'est protégé d'ailleurs, le littoral, il est protégé ici? Oui, oui, il y a des zones qui sont classées réserves marines, mais l'ensemble est protégé. Il y a de nombreux sites très difficilement accessibles, quasiment uniquement en bateau, ou par ces échelles là-bas qu'utilisent les pêcheurs. Est-ce que tu penses que la région ici, notamment l'arrière-pays où tu m'emmèneras, c'est une région qui est en train de revenir un petit peu à ses sources? Ici, il y a une tendance à redécouvrir la tradition et à la mettre en valeur, comme ce que j'essaie de faire. Mettre en valeur le patrimoine local, culturel et humain. Et surtout, ce qui compte, c'est la manière de visiter. Parce qu'on peut passer à côté du meilleur. Le luxe de découvrir les environs par l'intermédiaire des gens du coin, pour moi, c'est le meilleur moyen. La première visite que je te propose, c'est un artisan très représentatif de la culture espagnole. D'accord. Je crois que j'ai compris où tu m'emmenais. Hola. Bonjour, ça va? Enchanté. Jérôme. Salut, comment vas-tu? Je te présente Jérôme. Adam est un artisan prestigieux qui ouvre ses portes pour nous. C'est mon père, le maître luthier. Et mes frères et moi poursuivons la tradition. Vous faites des guitares type flamenco, des guitares sèches, comme on dit? Nous faisons des guitares classiques, des guitares flamenco, des guitares acoustiques, des cubaines, une grande variété d'instruments. Par contre, là, vous êtes trompé, vous avez mis les cordes comme il fallait pas, non? En fait, c'est une des étapes de la construction. Et comme tu peux le voir, nous travaillons exactement comme mon grand-père le faisait il y a 63 ans. Venez voir par ici. Mon frère David. Il travaille sur le manche de la guitare. Il pose les frettes, d'accord.
Le temps de fabrication, par exemple, ce modèle-là, combien de temps ça vous prend? Ça prend environ 2 mois. Mais pour les guitares plus spéciales, sur lesquelles travaille mon père, les guitares de luthier, cela peut prendre entre 3 et 5 mois. Tout dépend des personnalisations. Et alors des guitares d'une telle qualité, j'imagine qu'il y a des artistes réputés, connus, qui vous achètent ces guitares? Nous avons travaillé pour de nombreuses stars d'Hollywood, des musiciens internationaux comme Amy Winehouse. Ah oui? Elle est venue dans notre atelier acheter une guitare avec laquelle elle a enregistré Back to Black. C'est génial. C'est l'album qui l'a fait connaître, l'album le plus connu qu'elle ait composé. Et il a été fait avec vos guitares. Vous devez être très fiers du coup. C'est une fierté et un honneur pour nous. Andreu. Comment ça va? Salut Andreu. Bonjour. Enchanté. Mucho gusto también. Mucho gusto. J'étais en train de couper un peu de raisin, du moscatel, un raisin très typique de la région. Donc là, vous avez, vous, une agriculture biologique ici? Si. Oui, bien sûr. Ça ne sert à rien de faire du chimique. C'est un changement un peu compliqué, mais qu'on doit essayer. Et quand on essaie, on s'aperçoit que ça donne de grands sourires. Aussi bien aux gens qui travaillent qu'à ceux qui mangent ces produits. Qui goûtent ça. Alors qu'est-ce que vous proposez tous les deux aux gens qui viennent dans la région? Ce qu'on essaie de faire, c'est de permettre aux gens qui viennent ici de goûter les produits du coin directement chez les producteurs et d'avoir la chance de venir dans son bureau, ici, dans cette plantation. Et la base de notre travail, c'est aussi d'essayer de collaborer entre producteurs plutôt que de se concurrencer. Et comme ça, on peut faire un travail qui nous plaît, gagner notre vie et retrouver le sourire. Ouais, d'accord, je comprends, tout s'explique. Alors ici, nous avons le régulateur. C'est un bâtiment que nous utilisons pendant la nuit pour garder le raisin qui est en train de sécher. Il est où le raisin alors là? Le raisin est juste là-bas. On peut aller voir si tu veux. Buenas. Buenas, ¿cómo está? Hola, buenas. Bon, on se met au boulot alors. On y va? On donne un coup de main, hein? Bien sûr. Ça fait 6 mains de plus. Alors qu'est-ce que tu as apporté, Andreu? À peu près tout. Les racines, la connaissance de la terre, du produit, le rapport humain. Il m'a ouvert ses portes. Il m'a dit, c'est ça mon village de Jesus Pobre. Regarde ce qu'on fait ici, ce que nous sommes. C'est l'essentiel en fait, ni plus ni moins. À la sortie de la ville, une zone agricole unique, la huerta. Ce véritable potager de Valence côtoie les grands ensembles d'habitations. Une proximité qui met aujourd'hui la huerta en danger. Pour la défendre, de jeunes agriculteurs comme Eric Navarro cherchent à lui donner vie. Depuis 15 ans, il produit des légumes, comme ses grands-parents avant lui. Pour moi, ce qui est bien en tant qu'agriculteur, c'est qu'on a beaucoup plus d'emprise sur notre travail qu'en bureau ou à l'usine. C'est une certaine liberté. On dépend seulement du sol, de l'eau, de la terre et de ces choses-là. Enric vit son activité comme un engagement. Pour lui, ces terres sont une part de l'identité de Valence. Il y a toujours eu une relation directe entre la huerta et la ville. Elle fait vivre une partie des agriculteurs. Et la mission principale de la huerta, c'est clairement de nourrir la ville. À bord de son tracteur, Enric arpente les routes pour relier ses parcelles menacées chaque jour par l'expansion de la ville. Une urbanisation qui a déjà grignoté la moitié de la superficie de la huerta. Le problème ici, c'est que tous les champs sont petits. L'extension de la ville crée une grosse spéculation immobilière. Et donc la terre est très chère.
Aujourd'hui, je ne peux même pas l'acheter. Alors je loue les parcelles. Du coup, j'ai un champ ici, un autre là-bas, encore un autre plus loin. C'est un peu compliqué pour nous. On doit donc souvent traverser la ville avec le tracteur. C'est une curiosité pour les gens et les touristes qui nous regardent passer. Cette zone agricole existe grâce à un système d'irrigation unique hérité de la période romaine et perfectionné sous l'époque arabe. 8 canaux principaux qui recueillent l'eau de pluie et l'orientent sur les 23 000 hectares de la Huerta. Une distribution délicate qui doit satisfaire des centaines de petits exploitants. Pour gérer cette répartition, chaque jeudi depuis 1000 ans, au pied de la cathédrale, 8 fauteuils sont installés. C'est ici que les juges représentant les 8 canaux vont se réunir pour résoudre les querelles entre agriculteurs. Ils forment l'institution juridique la plus ancienne d'Europe, le tribunal des eaux. Les juges sont eux aussi agriculteurs. Ils se préparent à l'abri des touristes attirés par le folklore. Traditionnellement, les paysans ont travaillé avec cet habit. Avec ce costume, Enrique préside la séance du jour. J'inspire plus de respect comme ça, non? Aux 12 coups de midi, l'audience peut commencer. Asseyez-vous. Avec la permission de votre Excellence. L'audience est ouverte. Denunciats de la séquia de Quart. Denunciats de la séquia de Quart. Un à un, l'huissier énumère les différents canaux. Il appelle les éventuels plaignants. Si un agriculteur a un contentieux à régler, c'est le moment pour lui de se manifester. Votre Excellence, il n'y a pas de plainte. Messieurs, m'autorisez-vous à clore la séance? Permission accordée. La séance est levée. 70% des litiges sont réglés directement dans les champs. On va voir sur place ce qui se passe et on règle la question directement. Et dans les 30% qui restent et qui viennent ici, on règle la majorité des cas avant la séance publique. Il y a beaucoup de monde qui vient ici. Passer devant tous ces gens qui les regardent et les photographient, les agriculteurs ont un peu honte et sont gênés. Alors ils évitent, surtout s'ils doivent payer une amende. Pour éviter les contentieux avec l'agriculteur voisin, mieux vaut irriguer pendant la nuit. À cette heure-ci, ils sont moins nombreux à vouloir dévier l'eau vers leurs champs. Une douceur nocturne qui convient mieux aux plantes et à l'agriculteur. Il y a un petit peu d'eau, mais pas assez. Normalement, ici, s'il y a assez d'eau, on la dérive dans l'autre canal et ça irrigue nos champs. Mais aujourd'hui, il n'y en a pas assez, on va devoir activer la pompe. Bien, on va mettre des jetons pour du temps d'irrigation. J'en mets pour 1h30. C'est plus ou moins ce dont a besoin le champ. Ok. Afin de ne pas perdre une seule goutte de cette or liquide, Eric guide pas à pas son eau à travers ce labyrinthe de canaux. C'est un système parfait de mon point de vue, d'autant plus que l'agriculteur peut gérer seul son irrigation, parce que c'est vraiment très simple. Et en plus, la communauté est très bien organisée pour gérer les canaux et ne pas perdre une goutte d'eau, surtout en période de sécheresse. Ce système représente le passé et l'avenir de la Huerta. Mais pour continuer à nourrir Valence, Enrique espère que ses légumes pousseront plus vite que les immeubles de la ville. Bonjour. Vous vous équipez là? Vous venez d'où? Japon. Nous sommes japonais.
C'est la deuxième fois que je viens à la Tomatina. D'accord. Et pourquoi vous avez voulu participer à cet événement aujourd'hui? C'est fun, pour s'amuser. Bon, ben amusez-vous bien alors. Enjoy. Voilà. Je sais que la réputation de la Tomatina et de jeter des tomates est connue, mais alors là, vous avez fait quelque chose de solide. Oui, il faut que ça soit costaud, solide. Vous habitez ici? Oui, oui. C'est la guerre? Oui, enfin un petit peu. Et puis, ouais, restez bien cachés. Hein. Allez, bonne journée. Hola, señores. ¿Cómo está? Très bien. C'est un événement et en Espagne, la Tomatina, apparemment, la télévision nationale se déplace. C'est une fête vraiment internationale. C'est l'événement le plus important du mois d'août pour la communauté valencienne. C'est un moment très divertissant, tu verras ça. Ah ben, je vais regarder ça, mais de haut peut-être. Hein. Bonne journée, bon courage. Salut. Vous êtes prêts les gars? C'est l'heure de jeter les tomates. Le problème, c'est que tu n'es pas mûr encore. Tu ne peux pas participer, tu n'es pas assez mûr. Bonne fiesta! Te voilà. Salut Julien. Salut Jérôme, ça va? Et ça bien? Oui. C'est la folie ici. C'est incroyable. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de monde. Oui, aujourd'hui, nous attendons entre 20 et 22 000 personnes. Incroyable. Depuis combien de temps ça existe? Tout a commencé dans les années 60-70 par une dispute entre voisins. En fait, ils vendaient des tomates dans la rue et ils ont commencé à se les jeter dessus. Tous les voisins s'y sont mis et depuis, tous les ans, on perpétue la tradition. Et cette année, il y aura environ 160 tonnes de tomates jetées. Quelles sont les tomates qui sont utilisées ici? Ce sont des tomates qui sont impropres? On ne peut pas manger ces tomates parce qu'elles sont trop mûres, donc plus commercialisables. C'est celles qui reviennent des supermarchés parce qu'on ne peut plus les consommer. Donc plutôt que de les jeter directement à la poubelle, on les jette pendant la Tomatina. Okay. Donc à quel endroit je vais pouvoir me mettre moi pour observer tout ça? Pour voir la fête, le mieux c'est d'être au milieu. Non. J'ai pas de tenue donc... Toi non, mais moi oui. Non. Et tu es bienvenu pour faire la fête. Ah ouais. Moi je pensais que j'allais échapper à ça, à le piège. C'est une petite maline, hein? Non, mais ça va bien se passer. Bon, bah, je vais aller me changer alors. Ça, c'est le coup d'envoi qui annonce l'arrivée du premier camion. Ça y est, regarde, le premier camion est là. Bon, mais je crois que c'est le moment. Violence. Préparez la tomate. Ah! Ce truc est complètement débile. Ah oui, c'est comme ça. C'est bon pour la peau, j'imagine. Spécialité, hein. Je te prépare un petit gazpacho, c'est pas bête. Tout va bien? L'eau, ça fait du bien, hein.
Il n'y a pas uniquement les rues qui sont nettoyées, il y a la douche collective. C'est une paella pour 3 personnes. Ça, c'est pour 400 personnes. C'est incroyable. Avec ça, on va reprendre des forces. Ouais. C'est la première fois que je vais manger avec des tâches avant de manger. Content que ça soit terminé, non? C'est assez spécial quand même. Moi, je suis toujours un petit peu choqué par le fait qu'on gaspille de la nourriture. Ça, c'est quelque chose qui me gêne. Mais bon, après, voilà, c'était à vivre. Donc maintenant, j'ai mon avis, puisque j'ai participé à ça et je l'ai vu de près. Donc, je peux me faire un avis un peu plus précis sur cette fête de la Tomatina, qui est une fête unique au monde d'ailleurs, non? Oui, ça se fait seulement ici à Buñol. C'est une fête internationale. Elle s'est exportée dans d'autres pays avec des petites tomatinas, mais aucune ne vaut celle de Buñol. À Ravea, pendant les fêtes de Loreto, la ville s'anime. Et en matière de festivités, les Espagnols sont de grands spécialistes. Pour les enfants, bataille de meringues et planches savonnées. La fiesta loca s'apprend dès le plus jeune âge. Mais ce que les petits préfèrent, c'est le carretón, un taureau sur roulette qu'il faut éviter pour ne pas se faire encorner. Un vrai plaisir pour les enfants qui veulent faire comme les grands. Je voudrais être torero, comme l'étaient mes ancêtres. Et pour imiter les anciens, il faut éviter le taureau, mais surtout essayer de l'attirer à l'eau. Une tradition qui porte un nom, Bus a la mar. Le taureau à la mer. Tu dois faire attention parce que si le taureau te frôle et que tu tombes à l'eau, il peut y avoir des vagues à cause des bateaux et c'est assez dangereux. Ah ouais, le taureau il va me frôler. Carlos prend quelques conseils. Il a passé son enfance à Ravea, mais c'est sa première fois dans l'arène. Je suis pas habitué, pas du tout. Ça va être la première fois, je me mets devant la vachette. Ça fait très longtemps que je voulais participer, mais c'était le moment de le faire maintenant. Carlos a mis du temps avant de participer. Et pour cause, fini le taureau en carton, place à une bête de plus de 300 kilos. À l'heure de l'affronter, la tension monte et l'animal fait forte impression. Très grand, et plus qu'on est prêt, plus il est grand. Bon, je vais essayer de sortir maintenant. À peine Carlos lancé dans l'arène, il doit se jeter à l'eau. Les toreros amateurs se prêtent presque à un concours de plongeon. Ils provoquent la vachette pour l'entraîner avec eux dans le port. Bravo, Carlos! Une mise à l'eau plutôt qu'une mise à mort. C'est le jeu un peu burlesque du Bus a la mar. Garde une porte de sortie. Quand tu as le taureau de ce côté, vérifie que tu aies toujours une bonne place pour sauter à l'eau. Au début, ça fait peur, beaucoup peur. Mais après, j'aime bien là. Je sais que tous les années, je vais le refaire. Pour sa première fois, il s'en tire plutôt bien, parce qu'il s'est approché à 2 mètres du taureau. Je lui ai dit de faire attention quand même, mais ça se passe bien. Pour que la fête soit totale, tout le monde attend une seule chose, un taureau à l'eau. Un spectacle étrange qui existe sous cette forme depuis le 19e siècle. Bus a la mar, c'est une tradition que je vivais déjà tout petit. Je venais voir et observer comment les gens sautaient à l'eau. Et j'ai grandi avec l'envie de pouvoir un jour, moi aussi, entrer dans l'arène. Ces taureaux de combat font vivre une centaine d'éleveurs dans la région. Des passionnés de la race Brava qui se consacrent exclusivement à ces vaches. Nous travaillons en louant nos bêtes. Des mairies ou des comités des fêtes viennent nous voir pour louer les vachettes. Ils peuvent les louer pour le matin ou l'après-midi ou les spectacles du soir. Bien sûr, on peut gagner de l'argent sur les concours,
mais on est quand même payé pour la location. Nos bêtes participent aux fêtes de village et reviennent toujours ici. Elles ne sont jamais tuées. Pour louer ces animaux le plus souvent possible, Bartolomé doit veiller à leur réputation. Pour qu'ils soient dynamiques et adaptés aux fêtes sur l'asphalte, les bovins sont élevés dans un environnement pierreux. Chaque jour, ils sont lâchés dans la montagne. Un moment que Bartolomé observe avec affection. Ma relation avec mes bêtes me pose un problème, un grand problème. J'y suis très attaché, beaucoup trop. Parce qu'une bonne vache, je la considère comme ma fille, un bon taureau comme mon fils. Et ça ne devrait pas être ainsi. Ils sont tous nés ici, je les ai vus naître, ils meurent de vieillesse ici parce que jamais de la vie, nous ne les vendrons à quelqu'un. C'est une relation forte. À la nuit tombée, c'est le coup d'envoi d'un autre spectacle. Le concours des meilleures bêtes de la soirée. Des juges cachés dans le public notent leur réactivité, leur saut et leur comportement. Cette fois-ci, les toreros essayent d'entraîner les taureaux dans une drôle de danse sur des obstacles dans l'arène. Eduardo organise la fête depuis des années. C'est un grand amoureux des Bous à la Mare. Après, ça sera la vache de Paolo. Mais sa passion ne fait pas toujours l'unanimité. Il sait que ce spectacle est en sursis. Les fêtes taurines sont moins fréquentes. Beaucoup de villages l'interdisent. Nous, les passionnés, on pense que les férias s'arrêteront, mais on espère que non. On pense que s'ils laissent faire ça, l'espèce disparaîtra. Parce qu'aucun éleveur n'élèvera de bêtes gratuitement. Pour garder ton élevage, tu dois gagner de l'argent avec. Les aficionados profitent de la soirée sans penser à la fin de leur passion. Et sur la Costa Blanca, avec ou sans Bous à la Mare, la fête continuera. Buenas. Hola, buenos días. Salut Guillaume. Bonjour, bienvenue à Valence. Merci, bienvenue au Birli Birloquet. Birli Birloquet, c'est Abracadabra, ou la magie du moment, la magie des rencontres. Au premier étage, on a le restaurant gastronomique. Ah, c'est très mignon. Moi, j'aime bien le mélange bois-pierre comme ça. Et donc ça, c'est une partie du Saint des Saints. Le Saint des Saints. La sélection. Nos petits joujoux. Et comment tu t'es retrouvé ici en Pays Valencien alors? J'avais travaillé avec des Espagnols valenciens en France et qui m'avaient raconté qu'en Valence, on vivait très très bien. Je suis venu en vacances et je suis resté ici. Jamais reparti? Jamais reparti. C'était le coup de foudre. J'ai rencontré ma femme ici. Ah. Oui. Et depuis, nous avons notre petite famille, nos 3 enfants ici. Génial. Et heureux professionnellement et personnellement. C'est chouette ça, dis donc. C'est chouette, super. Ouais. Regarde Jérôme, on arrive au marché central où on va faire nos petits achats pour l'almuerzo. L'almuerzo, c'est la petite pause casse-croûte du matin? Exactement, pour prendre des forces et pour tenir jusqu'au repas qui est à 3h, 3h30 ici. Ouais. Ah, c'est magnifique l'intérieur là. C'est superbe. Avec la rotonde là. C'est des constructions modernistes du 19e siècle. C'est le premier marché de produits frais en Europe, en termes de superficie. C'est vrai qu'on dirait quasiment un hall de gare, là. Regarde ces légumes. Hola, buenas. Bonjour, comment allez-vous? Bien, mais il fait chaud. Oui, il fait très chaud. Regarde ces belles tomates. Ça, c'est une variété typique d'ici de tomates valenciennes. Verte, oui.
et qui sont des tomates qui sont bonnes quand elles commencent à être rouges. C'est des produits que tu travailles au restaurant aussi, mais plutôt à ta table gastronomique ou au contraire en bas pour les petits encas et les tapas? Pour les deux, l'essentiel pour nous, c'est de travailler un produit super frais, qui soit de la région en fait. Tiens, Corel tomate pour le On va prendre ces tomates, s'il vous plaît. On va prendre des petits piments peut-être. Pourquoi pas? Il y en a qui sont doux et d'autres qui piquent. Mais ça, c'est à la surprise. Ah, c'est la loterie donc? C'est la loterie, à la dégustation. Et comment ils sont ces piments? Ils sont bons? C'est vrai? Bien sûr. J'aime bien la question, j'aime surtout la réponse. On arrive au paradis? Au paradis du jambon. On va goûter de très bons jambons d'Extremadura. Hola, buenas. Hola, buenas. Comment allez-vous? Bien. Nous aimerions acheter un peu de jambon. Très bien. La caractéristique dans ces jambons, c'est que le gras est... Le gras est meilleur que la viande. Bellota, c'est la référence dans le monde, le jambon espagnol? Oui, le jambon espagnol. Et là, dans ce cas-là, on est sur l'Extremadura, qui est une appellation d'origine protégée, avec une race de cochons ibériques spéciale et une zone délimitée. En fait, les cochons vivent sous des chênes et se nourrissent exclusivement de glands. Je regarde les prix d'à 140 € le kilo. 140 € le kilo, et ça peut monter jusqu'à 200 € le kilo sur des pièces exclusives. Et regarde les tranches qui sont très très fines. Les tranches pèsent 5 à 6 grammes en fait. Le poids idéal pour une tranche de jambon. Qu'est-ce que tu en penses? Plein de souvenirs gustatifs qui reviennent là. Muchas gracias. Nos vemos. Hasta luego. Gracias, señor. Buen día. J'espère qu'il n'est pas trop loin, hein, ton petit restaurateur là. J'en peux plus là. Génial, face au marché. Hola, señor. Buenas. Rafa, buenas. Salut. Je te présente Jérôme. Ça va bien? Enchanté. On a fait quelques courses et on a faim. Donc vous voulez manger et boire rapidement? Vous venez régulièrement, tous les jours? Oui, tous les jours. L'almuerzo, c'est que pour les hommes? Parce que je vois aucune femme ici, là. Des femmes? Non, 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 non. Il n'y a pas de femmes ici. Non, non. Elle reste à la maison. Ah ouais? Oui, oui, elle reste à la maison. À mon avis, vous faites pas les malins comme ça quand elles sont là, hein? Non, quand elles sont là, on la boucle. Allez, à notre tour. On va grignoter. Bonne journée. Ah, ils sont marrants. Tu te mets où, là? Muy bien. Donc regarde ces belles tomates qui sont super garnies à l'intérieur. Muchas gracias. Bon app. Bon appétit. Alors ça, c'est les œufs, ça. Ça se mange avec les doigts, tout ça. Le jambon et tout ça, ça se mange avec les doigts. C'est l'esprit de partage. Ça, ce sont les œufs, ça. Hein. Les œufs de marouca. Des poissons de roche très très gros. Ici, on a l'habitude d'arriver les samedis à 10h, 11h et de repartir à 2h de l'après-midi. Le vrai almuerzo, c'est typiquement valencien en fait. Les samedis, on a toujours des échanges d'une table à l'autre, très musclés, on va dire. On se crie entre nous qui va demander plus de tapas, le bocadillo le plus grand. Et dans ce petit bar-là, on peut arriver à des décibels de concert des Rolling Stones. Muchas gracias, Rafa. J'espère que ça t'a plu. Formidable. Formidable. Rafa, muchas gracias. Adios. Au revoir. Là, on change d'univers. C'est vraiment un pont entre deux époques, entre la vieille ville, là, la ville historique, et puis ce quartier complètement moderne. Donc là, on est sur le pont de Calatrava, qu'un architecte valencien et qui a construit tout ce complexe. Et à notre gauche, on a le musée de l'océanographique, qui est un aquarium. Et j'ai été réservé là-bas une petite surprise où on va découvrir une copine à moi. D'accord, ça marche. Wow, spectaculaire là, cette grande coupole. Donc bienvenue au premier centre marin d'Europe qui est ici à Valence. Ouais. Et regarde ici, on est dans la zone arctique. Ah, les belugas, ouais. Des belugas. C'est super rare ça. On nous a fait un petit concours. Ouais, il nous fait une belle parade là. Salut Guillaume. Salut Paola. Salut.
tu vas? Ça va et toi? Je viens de te voir passer. Salut. Bonjour Jérôme. Paola. Enchantée. Enchanté. Ouais, bienvenue. C'est vous l'ami des belugas? Un tout petit peu. Et ouais, ça c'est nos doudous avec qui on passe nos journées. Et que si ça vous paraît, je vous invite à rencontrer des plus proches. Super. Ça vous dit? Non, je préfère aller manger une glace. D'accord, on reste, c'est pas grave. Non, évidemment, évidemment. Quel privilège. Allez. Ouais. J'ai l'impression qu'il leur sourit, tu sais. Guillaume, Ouais. est-ce que vous voulez nous... Allez, Jérôme, c'est parti. On peut s'approcher. Il mérite bien Bonjour. des nouveaux amis. Comment elle s'appelle? Yulka. On peut la caresser? Oui. Ouais, c'est vrai. Allez-y. Salut. Il est un animal super spécial et très câlin. Ouais. Ouais. Alors c'est un mélange de quoi? De baleine, de dauphin? Et là, en fait, c'est plus proche à un dauphin qu'à une baleine. Ce qui nous dit que c'est des dauphins, c'est leurs dents. La dentition, d'accord. Voilà. Vous voulez nous céder? Je vais lui donner. Ouais. Qu'est-ce qu'on dit? Merci, tonton Pete. C'est bien ça. C'est bien. On est avec toi. Oui. Coucou la caméra. Oui. Oui, je sais. C'est incroyable la relation que vous avez. J'ai l'impression qu'elle vous comprend, qu'elle comprend le vocabulaire. C'est quelle langue vous employez pour travailler avec elle? En fait, avec les animaux, on parle pas. Ouais, On ne d'accord. s'entend pas comme nous, on s'entend entre nous. Ouais, Quand on parle avec les animaux, notre langage corporel Ouais. est beaucoup plus clair. d'accord. Et cette espèce aussi est très connue pour la quantité de vocalisation qu'ils peuvent faire. C'est connu comme des oiseaux de la mer. Ça, c'est moins sexy. Les belugas ne sont pas les seuls animaux arctiques dont Paola s'occupe. Salut. Coucou ma chérie, on va vers le bassin? On va voir Tania et après on l'ausculte. Aujourd'hui, elle reçoit la visite de Monica. La vétérinaire vient l'assister pour ausculter un spécimen d'environ 1 tonne. Une femelle morse qui doit passer chez le dentiste. On a bien regardé que la bouche est en bon état, les dents et tout, elle est très bien pour l'instant. Alors voilà. Après, on profite aussi de la présence des vétérinaires, même si on n'a pas besoin pour tout de suite, mais pour faire l'apprentissage des éléments comme la brosse à dents ou juste la présence de Monica à côté de moi pour que les animaux soient tranquilles, oui, et en confiance avec eux. Il y a une philosophie dans le parc où vraiment il y a tout qui tourne autour des animaux pour leur apporter du bien-être avec les équipes, des soigneurs, des vétérinaires, avec tout ce que le parc crée autour des animaux. Et ça, franchement, ça fait plaisir de pouvoir travailler dans un endroit comme ça. D'une certaine manière, ça ressemble au travail qu'il y aurait à faire dans une clinique vétérinaire traditionnelle. Mais dans une clinique, le client, c'est le propriétaire de l'animal. Et ici, celui qui aurait le rôle de client est en fait le soigneur. Ce sont nos mains et nos yeux en de nombreuses occasions. Ils font vraiment partie du travail vétérinaire. L'aquarium de Valence est le plus grand d'Europe. 5 écosystèmes recréés présentent plus de 500 espèces de poissons, de reptiles, d'oiseaux et de mammifères marins. Un travail fou pour Monica et les 7 vétérinaires qui l'accompagnent. Mais leur attention ne se porte pas seulement sur les spécimens du parc. Dans le centre de recherche, Monica et ses équipes s'occupent des animaux sauvages en difficulté.
Cette tortue a été retrouvée il y a quelques jours sur nos plages, avec du plastique entouré autour d'une nageoire, ce qui a provoqué une grosse inflammation de la nageoire. Elle gonflait beaucoup et commençait à nécroser. Donc on va le sculpter et lui prodiguer des soins. En réalité, ce n'est pas une activité très rare. C'est une partie intégrante de notre mission et de la fonction d'un aquarium. On se consacre à la recherche et à agir au niveau de la conservation. C'est une partie vraiment très valorisante de notre travail. Les mystères des océans fascinent. Ces couleurs font rêver. Et parmi toutes les espèces de poissons de l'aquarium, l'une attire plus que les autres, le requin. Avec plus de 7 millions de litres d'eau au-dessus d'eux, les visiteurs marchent au milieu des prédateurs. Mais pour nager avec eux et les nourrir, il faut un peu d'expérience. Ce sont des animaux dangereux, mais on n'a pas vraiment de pression. Ça reste quand même un moment compliqué. Quand on les alimente, les requins sont beaucoup plus excités que d'habitude. Nous devons rester très concentrés et ne pas faire d'erreurs pour éviter tout type d'accident. Pour que ces carnivores cohabitent avec d'autres espèces, Carlos et ses équipes les nourrissent à heure fixe. Et la plupart des repas se font en surface, à l'abri des regards du public. Cet endroit est la partie supérieure du bassin. Le public ne le voit pas. C'est notre zone de travail. Et tout de suite, nous allons passer au-dessus du tunnel. Et là, réellement, c'est la vision qu'on a, nous, de l'aquarium. C'est très différent de celle du public. Nous travaillons toute la journée sans voir la lumière du soleil. C'est comme si nous étions nous-mêmes des poissons de l'aquarium. À l'heure du repas des requins nourriciers, Carlos et ses collègues ressemblent plutôt à des pêcheurs. Mais avec leur canne, l'objectif n'est pas d'attraper le gros carnassier qui nage sous leurs pieds. Ici, on donne l'impression que nous allons pêcher des poissons. Mais en fait, on attend qu'ils viennent dans la zone où on les a habitués à venir manger. Inévitablement ici, j'ai besoin de personnes qui savent que c'est une mission un peu spéciale. Parce que vraiment, s'occuper des requins avec une telle proximité, c'est quelque chose d'assez unique. On a vraiment beaucoup de chance. Et il faut que chacun se rende compte de cela pour s'appliquer et s'occuper des bêtes de la meilleure des manières. Chaque mois, des centaines de professionnels demandent à travailler à l'Oceanographico, un aquarium qui attire autant les visiteurs curieux que les professionnels passionnés. C'est incroyable. Je pensais pas qu'on puisse aller aussi vite avec ça. Comment tu freines avec les chaussures d'ailleurs? En fait, on a des semelles en caoutchouc, donc un peu comme du pneu, et c'est ce qui te permet de freiner. Jamais eu de soucis, jamais eu de cascade un peu compliquée? Non, en compétition. Ouais. Mais quand on fait ça, c'est vrai, plus ou moins sur route ouverte, non, on fait très attention. C'est sûr que c'est plus risqué que faire du tennis, mais c'est vrai que tu as des très bonnes sensations. Ouais. C'est quoi ton record de vitesse par exemple? Au GPS, c'est du 110. Tu crois que si je m'allonge là-dessus, je peux essayer? Peut-être pas ici parce que la route est assez costaude. Ouais. Mais je connais une route pas très loin où il n'y a pas de voiture, c'est très tranquille. Ça me tente bien. Allez, c'est parti. On va passer à ma voiture, récupérer 2-3 affaires. Ça marche.
On met un filet en bas, on met... Qu'est-ce qu'on met pour m'arrêter? Il n'y aura pas besoin de filet, tu vas faire très bien, tu vas voir. Allez, c'est parti. Tu freines un peu avec ton pied, dose ton freinage tranquillement. Ouais. D'accord. Ok. Ouais. Là, ça va être mieux. Là. C'est excellent. J'adore. Yes. Ça va? Trop bon. Merci. C'était très chouette. Bah, je t'en prie, c'était cool de partager ça. Je suis content que tu as pu apprécier et te faire plaisir. Et vu ta tête, tu t'es amusé aussi. Ouais, donc je suis régalé, très vraiment, cool. sincèrement. Puis là, je vais faire une autre sensation. C'est moins horizontal, ça va être plus vertical. Je vais faire de l'escalade. Tu me raconteras ça? Ouais, je te raconterai. Bon, merci en tout cas. Allez, je t'aide à ramener la planche. Allez, c'est parti. Y'a pas de tire-fesse ici? Non. Non. Hey! Buenas! Salut Jérôme. Ça va Guillaume? Ça va? Super. Qu'est-ce que c'est beau ce canyon là? Oui. Waouh! Je suis vraiment impressionné par ce canyon là de Chulilla. Chulilla. C'est un des plus gros complexes d'escalade d'Espagne. Et il y a plein de spots en fait, c'est super sympa. Donc ça c'est un de tes loulous ça? Ça c'est le premier, c'est Didac. Salut Didac, ça va bien? Oui. Ça c'est la petite qui a 2 ans, Juliette. Bonjour Juliette. Dis bonjour à Jérôme. Oh, t'es trop mimi. Petite poupée, elle est trop mignonne. Vraiment voilà. ma femme. Oh, je t'embrasse. Salut. Il t'en manque un là? Il m'en manque un. Hugo? Ah, il est là Hugo. Hugo, il est prêt à monter. Je t'ai pas dit bonjour Hugo. Bonjour. Ça va? Oui. Vas-y, pousse un peu plus sur ton pied. Voilà, très bien. Olé. Et à ta droite, tu as une super prise pour ton pied. Monica? Bonjour. Bonjour, oui, on s'est pas vu. Je te laisse travailler parce que je vois que tu es en train de le guider. Il y a Guillaume qui m'expliquait que la région était très connue pour les sports de nature comme celui-ci, notamment l'escalade. Oui. Ici, à Chulilla, on a surtout de l'escalade, comme ici, avec les cordes. Il y a des voies très difficiles et des grimpeurs viennent du monde entier pour escalader. Cet endroit est réputé pour sa proximité avec la capitale régionale. Nous sommes à 1 heure environ de Valence et nous sommes nombreux, nous, les Valenciens, à venir ici nous échapper le week-end pour escalader. Bravo! Chapeau! En avant. Est-ce que le mousqueton est bien fermé? Eh Hugo, tu nous attends Hugo ou quoi? Ne va pas trop vite. Et de toute façon Hugo, c'est toi qui vas monter le plus vite, t'inquiète pas. L'équipe française, allez, allez! T'as bien mangé? Tu sous-entendrais que je suis un peu plus lourd que toi. Tu faisais un peu plus le malin en bas, Jérôme. Je fais jamais le malin. C'est pas du tout mon genre. Venga, Jérôme, très bien. Regarde, t'as une prise là super sur le pied droit là. Je crois que je suis un petit peu plus haut que toi. Oui. C'est juste pour te le faire remarquer, c'est tout. D'accord. Alors Guillaume, tu me parlais de la qualité de vie qu'il y a à Valence. Ce type de décor, ça contribue justement à ce sentiment? Exactement. Ça veut dire qu'on vit dans une ville assez grande de plus d'1 million d'habitants. En 1 heure et demie, on a tout. On a la plage, la montagne, l'escalade et le ski. Et tout ça à Valence avec le soleil d'Espagne. Donc on ne peut pas revenir en France, c'est impossible. Bravo. Bravo. Merci du bon moment là. Super Jérôme. Ah, je me suis régalé. J'ai souffert, mais c'est toujours aussi exaltant l'escalade. Allez la petite famille. Il a le vertige ce petit toutou.
Allez, Rayo, allez. Ah, quelle vue sublime. Aïe, 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 aïe. Superbe village là. Ouais, c'est joli. Donc c'est ça, c'est Choulia. Choulia. D'accord. C'est une ancienne ville fortifiée où on voit le clocher, on voit les anciens remparts qui sont magnifiques. Village perché, c'est magnifique. Je pense que ça doit être beau de tous les côtés. Hein. On est arrivé, Jérôme. Ouais. C'est une piscine naturelle incroyable. Près de Valence, certaines campagnes possèdent la même densité de population que la Laponie. Le hameau d'Aldea Roqueta fait figure d'exception. Il fait le plein chaque week-end. Et quand vient l'heure du départ, il faut passer à la caisse. Viens, entre. Tu devais me payer depuis vendredi. Oui, vendredi. Une personne ou deux? Deux. Donc ça fait 57. Si Nacho fait payer ses visiteurs, c'est parce qu'il a transformé cet ancien hameau en un petit hôtel. Bon, à bientôt. Et quand tous les convives sont partis, il se retrouve seul, avec son petit village rien que pour lui. J'ai mis 6 ans à acheter les maisons. Au final, j'ai pu acheter quasiment tout le hameau. Alors, comment c'était avant? On peut se rendre compte en voyant ces petites maisons qu'on a laissées en l'état. La plupart du hameau était dans cette situation. Aujourd'hui, il existe des agences immobilières spécialisées dans la vente de villages abandonnés. Pour Nacho, ce n'était pas si simple. Il a acheté les maisons une à une. C'était très difficile d'acheter toutes les maisons de ce petit village. Très difficile parce qu'il y a des gens qui n'avaient pas besoin d'argent, mais dont la maison avait une forte valeur sentimentale à leurs yeux. Il a fallu des années pour leur expliquer que nous prétendions rendre vie à ces maisons, pour ne pas qu'elles meurent. Car si un village meurt, c'est toute l'histoire de la communauté qui disparaît. Les villages désertés ne sont pas tous en ruine. Au cœur de la Sierra d'Espadán, la petite bourgade d'Almedirar était simplement en manque d'activité. Ce qui lui a redonné du dynamisme se cache derrière cette porte. Le nouveau visage d'Almedirar, c'est ce fromage, un des meilleurs d'Espagne. Une recette ancienne remise au goût du jour. C'est le fromage traditionnel de la province de Castellón. C'est le premier fromage espagnol qui a été exporté. Historiquement, il transitait avec la laine de brebis jusqu'en France et aussi à Gênes. Clairement, notre fromage n'est pas simplement de notre marque Corrales, c'est le fromage du village. Nous sommes connus comme les fromagers d'Almedijar. Nous voulons que les gens identifient notre savoir-faire au terroir dans lequel nous vivons. C'est très important pour nous. Nous allons chercher du lait de brebis à la bergerie de Francesco. C'est un amoureux de son travail. Son lait, Angel le trouve chez un voisin, Francesco. Cet agriculteur de 21 ans a réintroduit une ancienne race de moutons. Une espèce peu rentable, mais typique de la région. Un pari pour le jeune homme qui est venu s'installer dans cette zone rurale désertée. En arrivant ici, il savait qu'il aurait malgré tout un client privilégié. Nous ne sommes pas nombreux dans le village, donc ce qui est très important, c'est que l'on travaille ensemble. Si Francesco produit du lait, si nous, on achète ce lait pour notre fromage, et s'il enrichit ses champs avec son fumier pour produire la nourriture de ses brebis, alors nous aurons la capacité de faire survivre notre village. Cette union, cette synergie de tous les gens impliqués dans le village est primordiale pour que nous puissions avancer.
Dans le petit village de Fanzara, les rues étaient bien souvent vides. La moyenne d'âge avoisinait les 70 ans. Pour le dynamiser, ses habitants ont choisi une méthode inattendue. Ici, pas de savoir-faire ancien ou de produits traditionnels. Le secret du renouveau vient de la ville. Sur chaque mur, à tous les recoins de rue, du graffiti et de l'art urbain. Une idée insufflée par Javier Lopez, un habitant du village. S'il a proposé ce projet, c'était pour mettre fin à une querelle entre les villageois. Tout a commencé en 2005, avec le projet d'ouverture dans le village d'une décharge de produits toxiques et dangereux. Le village n'aimait pas trop ce projet et a monté une association pour lutter contre. Au final, les gens de l'association ont repris la mairie et abandonné la décharge pour une nouvelle idée. C'est un projet de convivialité qui a permis surtout de faire oublier cette mauvaise ambiance qui régnait dans le village au moment des divisions autour de ce projet de décharge. Et ce projet est un succès. Les habitants du village se reparlent et s'associent aux artistes qui viennent donner de la couleur à leurs façades et leurs maisons. Ça te plaît? Oui. Ça sera bien quand ce sera fini. Très bien. Quand on reviendra, ce sera terminé. C'est la maison de ma maman. Au départ, ma mère était plutôt contre. Elle ne voulait pas que l'on peigne sur sa maison. Mais bon, on lui a proposé des petits oiseaux discrets ici et là. Elle nous a finalement dit oui, et elle était très ravie car chaque jour il y a des touristes qui viennent voir les peintures dans le village. Et elle me dit, si tu savais le nombre de gens qui s'arrêtent prendre des photos, elle est super contente. Ce petit village que personne ne connaissait est devenu une escale touristique incontournable. Regardez ici, chaque fenêtre est comme une petite maison. Et l'idée, c'est que chaque maison est spéciale, précieuse. Vous en avez une ici, une là. Mon but est d'aider les gens à découvrir la vraie culture de Valence. Et quand tu viens dans ce genre de village, c'est ici que tu la ressens. Donc je suis vraiment content de trouver un village auquel on a insufflé une nouvelle vie. Et je pense que je vais revenir ici, très souvent. Salut! Fanzara, Aldea Roqueta ou Almedira, des villages que les gens savent désormais placer sur une carte. À n'en pas douter, d'autres initiatives viendront donner une seconde vie aux nombreux villages abandonnés de la région. Cette semaine, Jérôme se balade dans la région de Valence. À Valence, les plages sont très grandes, comme vous pouvez le voir. Un début de voyage presque sans pépins. Nous avons travaillé pour de nombreux stars d'Hollywood. Des musiciens internationaux comme Amy Winehouse. Ma relation avec Mebet me pose un problème. Un grand problème. J'y suis très attaché. Beaucoup trop. À Las Palmas, Jérôme est attendu par José Raphaël. Pêcheur. Ma foi, c'est une bonne pêche, bravo. Oui, une bonne pêche. Ouais, c'est vrai. Riziculteur. Donc c'est ce riz-là, par exemple, qui est utilisé pour la paille? C'est vraiment le meilleur. D'accord. Et un peu chauvin. Une paella n'est bonne qu'ici à Valence. En dehors, elle n'est pas bonne. Et dans le village de Otiniente, c'est la plus grande fête de l'année qui se prépare. Dans notre famille, tout le monde participe. Mon grand-fils l'après-midi et ma femme la nuit avec les morts. Bravo, moi aussi je t'applaudis. Bravo, bravo. Hola. Hola, buenos Comment días. ça, papa? Comment tu vas? Bien, super bien. Qu'est-ce que c'est beau ici? Ça me fait vraiment passer à la Camargue. En France, on a une partie dans le sud que tu connais sans doute. Oui, ça ressemble beaucoup, mais c'est vraiment mieux ici. Bon. On va aller pêcher l'anguille et le mulet. Merci.
C'est paisible ici, c'est incroyable. On est à quoi? À 15-20 minutes du centre de Valence. On est tout de suite dans un endroit calme et reposant. Oui, c'est une merveille. Avec la belle lumière du matin, là. Cette étendue d'eau, là, c'est considéré comme un lac ici? En fait, on parle plutôt de lac quand on est en haute montagne. Et on parle d'Albufera quand la lagune communique avec la mer. Et c'est une des lagunes les plus importantes et les plus grandes d'Europe. D'accord. C'est un parc naturel de 21 000 hectares. Auparavant, il faisait 31 000 hectares. Ce qui s'est passé, c'est que petit à petit, on l'a asséché pour pouvoir cultiver le riz. Parce que la culture du riz est bien plus rentable que la pêche. Tends-le. Super. Un vrai pro. L'anguille de ce lac ne peut être pêchée que par les 800 pêcheurs de l'île. Nous sommes les seuls. C'est un droit royal que nous a concédé le roi Jacques Ier d'Aragon le 10 septembre 1250, quand il a reconquis l'île. D'accord. Et aujourd'hui, ce droit de pêche, il est transmis de famille en famille, de génération en génération, ou alors il s'achète, il peut s'acheter? Non, il ne peut pas s'acheter. C'est un droit royal qui se transmet de père en fils. Donc toi, ta famille est pêcheur depuis des générations? Elles ont leur taille adulte, elles ont quel âge là, ces anguilles? Les anguilles vivent 80 ans, mais c'est quand elles ont 14 ou 15 ans et qu'elles atteignent cette taille qu'elles sont bonnes à manger. Ma foi, c'est une bonne pêche, bravo! Oui, une bonne pêche. Oui, c'est vrai. Allons manger. Regarde. Un tas de canards colverts, il y en a beaucoup ici. Il est beau ton village? C'est petit, c'est différent. C'est un petit village, mais il y a beaucoup de restaurants. Hein? Oui, ici, il y a une trentaine de restaurants. Tous les dimanches, des centaines de personnes viennent manger notre ragoût d'anguille, qui est le plat le plus typique, et surtout le riz et la paella. D'accord. Oh, il y a du monde là. Oh, c'est un baptême? Ils sont trop mignons. Voilà. Félicitations. Bonitos. On vient chercher les légumes pour faire une petite paella. Comment tu vas? C'est votre production? C'est vous qui récoltez ces légumes? Ah oui. Comme ça te va? Comment tu appelles ça? Machoca. C'est l'haricot vert. Le haricot mange tout, ouais. Et donne-moi 3 tomates. Tous les ingrédients viennent d'ici? Tous. Pour faire la paella? Tous. Tous. Même la viande? Ah, aussi? Ouais. D'ici? On y va. Venga. Merci beaucoup. À bientôt. Adios. Ce riz est en train de grandir et devenir fort. Ce sont les Arabes qui l'ont ramené. Ils se sont aperçus qu'ici, autour de la lagune, il y avait un terrain où la chaleur, le climat, l'eau était comparable à ce qu'ils avaient autour du Nil. Et donc, ils ont commencé à planter du riz ici. Donc c'est ce riz-là, par exemple, qui est utilisé pour la paella? Tout à fait. C'est le meilleur qui existe. Il absorbe la saveur de la viande, du poisson, des fruits de mer. C'est vraiment le meilleur. Il est rond, court, il contient une bonne dose d'amidon. C'est ça qui absorbe les saveurs. Tu vas voir ça dans ma paella. Regarde, ils sont déjà là. Il y a la chef. Ah, la patronne est là? Oui, et aussi ma belle-mère, mon beau-père et ma femme Isabelle. Encantado. Allez, on y va, c'est parti. On commence par le canard, car c'est celui qui met le plus de temps à cuire. Retourne la viande. Ça marche. Alors, qui t'a appris à faire la paella valenciana, toi?
J'ai appris tout seul. Tu regardes comment ta mère l'a fait, comment fait ta belle-mère, ta femme, comment font les amis, et au final tu t'y mets. Ça s'apprend en pratiquant. Donc il n'y a pas de recette. Il y a quand même un secret, c'est le feu et l'eau. C'est très important. Une paella n'est bonne qu'ici à Valence. En dehors, elle n'est pas bonne parce que le secret, c'est l'eau. L'eau d'ici, celle-là, est très calcaire. Ailleurs, l'eau n'en contient pas et donc ne cuit pas bien le riz. Ça ne sera pas bon. Donc il faut que je parte avec des bouteilles d'eau d'ici alors? Pour faire une bonne paella, oui. Ah oui, mais c'est noyé complètement. Escargot aussi, ah oui. C'est un plat qui peut revenir cher, c'est pas un plat de pauvre la paella. C'était un plat de pauvre, parce qu'on ne mangeait de la viande que le dimanche. D'accord. Jamais on en mangeait le reste de la semaine. On n'avait pas assez d'argent. Mais on n'est pas dimanche aujourd'hui, comment ça va se passer alors? Encore un secret. Viens, on va donner à manger au chat. C'est ton petit paradis ici, non? Oui, il ne manque rien. Envoyez les assiettes. Allez, mesdames, vos assiettes. Ah, je pense qu'on a tout. On n'oublie pas les escargots quand même. Mais là, tu manges dans mon assiette. Attends, on fait comme ça et comme ça. Toi, tu prends ce côté. Alors, attends, on va faire comme ça. Hop là. Une dernière chose très importante, les paellas sont comme les femmes. Il n'y en a pas deux pareils. On va rester là-dessus alors. Et encore merci. Hein. Merci. Je me régale. Dans les villages de la région, on joue un sport pratiqué nulle part ailleurs. La pilota valenciana. Un sport joué dans les trinquettes, des terrains aux allures un peu particulières. Dérivé du jeu de paume, la pilota oppose deux équipes qui s'échangent la balle à la main. Comme au tennis, elles sont séparées par un filet. Chose étrange, le public peut s'installer en plein cœur de ce terrain tout en longueur, un placement qui peut s'avérer périlleux. Si on ne regarde pas la balle pendant le jeu, on risque de se faire mal, car elle va à plus de 70 km/h. On la surveille toujours, sinon on risque une blessure à l'œil ou à l'oreille. Ça peut être un peu dangereux. C'est le seul sport que tu peux vivre de l'intérieur. Tu te sens vraiment au cœur du jeu. C'est comme ça parce qu'avant, ça se jouait ainsi dans la rue. Les longues rues étroites de la ville ont légué leurs dimensions aux trinquettes. Des salles construites après l'interdiction du jeu suite aux nombreux accidents dans les rues de Valence. Freddy est un ancien joueur professionnel. Sa vie tourne autour de sa passion et de son quartier, foyer historique de la pilota. Oui, j'ai passé mon enfance dans cette rue. Et j'y travaille encore pour la pelote. Ma vie, c'est cette rue et le trinquet. Ça se résume à ça, en fait. Thomas, ce matin, vous étiez au match? Oui, toute la matinée. Aujourd'hui, Freddy nous emmène dans ce qui a fait la renommée de ce quartier. La salle qu'il a vu grandir, le Pelayo. Le trinquet Pelayo, c'est ce qu'on peut appeler la cathédrale de notre sport. Elle est très très importante car en plus d'être la plus ancienne, c'est la seule salle de sport en Europe qui est restée en activité pendant environ 150 ans. Le Pelayo accueille un public de passionnés et des championnats officiels. Pendant ce match, dans le vestiaire, d'autres joueurs se préparent.
La pilota connaît une belle activité. Pourtant, le sport aurait pu disparaître. Heureusement, les plus jeunes jouent aussi avec passion. Et pour cause, la pilota est obligatoire à l'école. C'est une bonne chose, parce qu'ici tu commences avec tes amis, et si ça leur plaît, ça attire d'autres amis. Ça crée du lien et tu rencontres des gens nouveaux, et ainsi de suite. C'est supposé être une obligation, mais ça plaît aux gens. Il y a une loi qui oblige toute nouvelle institution scolaire ou collège à construire des terrains de pelote. Je pense que si la pelote dure, c'est grâce aux gens des clubs. Ça permet aux gens de continuer à jouer. On travaille à développer des écoles comme celle-ci ou bien d'autres. Je crois que ce sont des initiatives qui gardent le sport en vie. Aujourd'hui, la pelote valencienne connaît un renouveau exceptionnel. Les clubs comptent près de 2000 licenciés et donnent à ce sport ancien un avenir certain. Hola. Salut. Je cherche Rafa. Rafa Arcos. Il est à l'intérieur. Voilà. Génial. Super ambiance ici. Ça va bien? Très bien, et toi? Super content d'être là. Je sens que ça va être une grande fête ici. On va aller dans un film avec la musique. Alors explique-moi un petit peu, Rafa, plus précisément ce que célèbre cette fiesta ici. C'est la fin de l'occupation mauresque musulmane ici en Espagne? Oui, les Arabes ont été présents ici à partir de l'an 700, jusqu'en 1492, où ils ont connu leur dernière défaite à Grenade. Ça a été la fin de tout. À Grenade s'est achevée la reconquête de tout ce qui était le royaume espagnol, de tous les royaumes arabes répartis sur l'ensemble de la péninsule ibérique. Et vous fêtez cet événement de l'histoire depuis combien de temps ici? Dans sa forme actuelle, depuis 1860. Ah ouais. Oui, plus de 150 ans d'histoire pour cette fête qui est pratiquement restée la même jusqu'à aujourd'hui. Et ici en Espagne, l'endroit où l'on commémore le plus cette fête, c'est ici, dans la province de Valence. Disons qu'ici, presque tous les villages ont leur fête des morts et des chrétiens. Là maintenant, c'est le défilé des enfants. Les enfants sont tous de sortie. C'est un défilé comme celui de ce soir, mais seulement pour les enfants. Ils lancent des bonbons, des babioles. Certains petits sont sur les chars et les autres enfants sont là, tout autour, avec des petits sacs. Ils récupèrent toutes ces choses. Les grands-mères sont là, les grands-pères, les mamans. Génial. C'est ce qui explique aussi pourquoi cette tradition perdure, c'est que les enfants commencent très jeunes à défiler et à prendre aussi goût à tout ça. Oui, ici c'est dès la naissance que tu entres dans un groupe. Et c'est une vraie fierté pour les parents que les enfants participent à cette fête.
Je vais te montrer l'endroit où on prépare les chars, qui cette nuit représenteront le camp chrétien et le camp mort. D'accord. Je ne m'attendais pas à des chars aussi volumineux et aussi sophistiqués. On se croirait dans des décors de cinéma. Hein. De cinéma. Ah, c'est vrai, je t'assure. Hein. Tu vas voir ce soir. Regarde, j'en ai déjà la chair de poule. En tout cas, tu pourras en parler des heures. Hein. Ça se voit que voilà, ça t'anime. Hein. Ouais. Salut Juan. Je te présente Juan, mon ami, mon collègue. Tout ce qu'il y a ici sort de sa tête, et quelquefois de la mienne. C'est à peu près ça. Quel boulot, c'est génial, franchement. Ça fait 1 an et demi qu'on prépare tout ça. On est dans les temps, là? Si. Ça t'a bien? Parfait. Ouais. Tu vois ce que je t'ai dit? La musique, la foule, regarde ça. Tu es fier de voir ton fils ici? C'est clair. Allez, c'est parti. On y verra avec du feu. On est prêts? Aujourd'hui, combien il y a de groupes comme le tien? 24. Il y a 12 groupes morts et 12 chrétiens. C'est la parité. Mais il y a beaucoup plus de gens qui viennent voir le défilé des morts. Ils préfèrent la musique, c'est un autre rythme. Dans notre famille, tout le monde participe. Mon petit le matin, mon grand-fils l'après-midi et ma femme la nuit avec les morts. Tout ça bénévolement, tout ça juste par amour de votre région, c'est admirable. Tous ces applaudissements, ils sont pour la fête, ils sont pour des gens comme toi, tous ceux qui ont œuvré pour ce spectacle extraordinaire. Oui, à voir ces acclamations, je pense qu'ils ont aimé ce qu'on a fait. Ouais, je pense qu'il y a des dizaines de milliers de personnes ce soir, c'est incroyable. Je te félicite et à travers toi, tous ceux qui œuvrent pour ça. Et c'est tous les ans. Tous les ans, c'est un spectacle différent. Ça change. Donc ça va m'obliger à revenir, ça va être vachement difficile pour moi de revenir. Hein. Non, parce que justement, ce spectacle pour moi était exceptionnel. Il était un peu à l'image d'ailleurs de ce voyage, coloré, vivant, convivial, beaucoup de fêtes. Et puis la tradition très présente ici dans cette région, beaucoup de belles images en tête. Tous ceux qui m'ont accompagné, je leur dis un grand merci du fond du cœur pour ce magnifique moment, ce magnifique voyage. Je vous dis à très vite pour de nouvelles des Échappées Belles. Et n'oubliez pas, Valencia, ça rime toujours avec fiesta. Hasta luego. Gracias. Gracias a toi.